bonjour. Je voudrais d'abord remercier Fernando et les organisateurs de m'avoir encore invité. Je remercie d'ailleurs la magnifique description de ce que j'ai dit la dernière fois. J'ai découvert des choses sur ce que j'avais dit grâce à vous à l'instant. La dernière fois, j'avais accompagné ma présentation de photographie, car on parlait beaucoup de la main symbole, et la main étant une image, il était important d'en montrer. Aujourd'hui, je n'ai pas d'image derrière moi. Et d'autre part, je ne suis pas très à l'aise avec la lecture d'un texte, donc j'aime bien avoir quelques points et ensuite improviser d'une certaine manière sur ces points, donc vous ne m'en voudrez pas si j'ai quelques hésitations. D'abord, la consultation, il faut savoir que, bon, évidemment pas dans ce groupe qui connaît les relations particulières entre les chirurgiens et la psyché, mais en général, le chirurgien est vu comme quelqu'un qui opère et pour lequel la consultation ne serait qu'un moyen finalement de décider d'une intervention, d'ailleurs souvent décidé à l'avance, et le métier de chirurgien ne serait qu'un métier de technicien. Après presque 40 ans d'activité, je sais maintenant que le moment le plus important de la chirurgie n'est évidemment pas la chirurgie elle-même, mais la consultation. Et d'ailleurs, plus le temps passe, plus c'est ce qui m'intéresse. En partie d'ailleurs grâce à Fernando qui, depuis plusieurs décennies, travaille avec nous sur ces sujets et est venu à mes consultations à l'époque. Quand on regarde la définition d'une consultation, la consultation, ça veut dire poser une question. Et là, dès le départ, on est déjà dans un malentendu. Et vous verrez que tout au long de mon topo, je parlerai de ce malentendu fondamental. D'abord, qui pose la question? Et la question est posée à qui? C'est-à-dire, est-ce que c'est le patient qui pose une question ou est-ce que c'est le médecin qui pose une question? Ce n'est pas très clair dans cette définition. Alors évidemment, le médecin va poser des questions, je vais en parler tout à l'heure, et je vais parler de l'aveuglement cognitif qui fait que le patient ne répond pas aux questions que le médecin a posées. Mais maintenant, je vais parler de la question que pose le patient. Car un des moments importants de la consultation est de comprendre quelle est la question que pose le patient. On pourrait imaginer que c'est évident, mais en réalité, le patient peut demander quelle est sa maladie, peut demander quel est le traitement de sa maladie, peut demander si sa maladie est grave, peut demander s'il va guérir de sa maladie, peut demander quelles vont être les suites, est-ce qu'il va être aussi heureux qu'avant. Et donc la question que pose le patient au consultant doit être comprise par le consultant et qui ne doit pas uniquement penser que le patient vient pour rechercher une réponse scientifique. Et ça, c'est très difficile à comprendre au premier abord. Et beaucoup de médecins se cachent derrière la réponse scientifique en ne comprenant pas que la question du patient n'est pas une question scientifique. À ce sujet-là, je vais énumérer en quelque sorte les différents moments de la consultation. Ce malentendu fondamental est en partie dû à la faille qui existe entre le médecin et le patient. Il y a d'abord une faille. D'abord, le patient est malade et le médecin ne l'est pas. Le médecin sait et le patient ne sait pas. Il y a d'autres failles possibles aussi. Le patient est la plupart du temps, en tout cas dans nos spécialités et dans beaucoup de spécialités, plus âgé que le médecin. Dans la plupart des circonstances, il peut y avoir une différence sociale. Toutes ces failles éloignent le patient du médecin dès la consultation et ce malentendu entraîne dès le début de la consultation une difficulté. Il va falloir, au cours de la consultation, du coup, se rapprocher du patient. J'aime bien citer le grand photographe américain Robert Capa, qui disait pour faire une bonne photo, il faut être très près du sujet. Il en est mort, puisque au Laos, en voulant se rapprocher de soldats, il a sauté sur une mine. Donc je pense aussi qu'il faut se rapprocher du patient pour pouvoir mieux comprendre son histoire, mais je pense aussi, comme l'histoire de Robert Capa, que ce rapprochement est dangereux pour moi, et que plus on se rapproche du patient, plus on peut comprendre sa pathologie, et plus on peut le traiter de façon sophistiquée, mais en même temps, on prend un risque. Tout à l'heure, on discutait avec Fernando de médecine humanitaire, parce que je fais aussi de la chirurgie de guerre et j'étais en Ukraine récemment. Il me demandait si je prenais un risque en allant en Ukraine. Je pense qu'on prend un risque à chaque fois qu'on se rapproche d'un patient. Alors ça peut être un risque infectieux quand on opère un patient séropositif ou tuberculeux, ça peut être un risque psychologique, ça peut être un risque de transfert et de contre-transfert, ça peut être un risque physique en Ukraine, mais en réalité, on prend toujours un risque en se rapprochant du patient. Mais je pense que ce rapprochement est fondamental pour diminuer ce malentendu. Lorsque la consultation commence, le patient est installé en général dans mon bureau et j'arrive dans le bureau, il est de dos. Et j'aime bien citer aussi Maurice Escande. Maurice Escande était doyen de la Comédie Française. À la Comédie Française, il faut savoir que plusieurs pièces sont jouées par les mêmes comédiens la même semaine. Et Maurice Escande, dans les années 50,
rentrait dans la salle, faisait des grands effets de cape, puis se penchait vers un halbardier, c'est-à-dire un figurant, et lui demandait à l'oreille « Qu'est-ce qu'on joue ce soir ?» Dans ma consultation, c'est un peu ça. C'est-à-dire que le patient, je le vois de dos, je vois sa position, je vois ses vêtements, je vois comment il est affalé ou pas sur la chaise, je vois les objets qu'il a à côté de lui, le livre qu'il est en train de lire, son parapluie, son vélo pliable, son skate, que sais-je, et je vais m'asseoir en face de lui. Et dans une consultation qui est courte, il va falloir qu'à ce moment-là, j'essaie le plus possible de me rapprocher de lui et le plus possible de comprendre qu'est-ce qu'on joue ce soir, en réalité. Et cette comparaison, vraiment, je la sens à chaque consultation. Ensuite, excusez-moi, mes téléphones s'éteignent. Il va y avoir une série de questions, et c'est très intéressant parce que je le montre toujours aux étudiants qui sont avec moi. La plupart des questions que je vais poser, le patient ne va pas y répondre, il va répondre à autre chose. Soit il va répondre à ce qu'il pense avoir entendu, soit il va répondre parce qu'il pense que je pose une question pour telle et telle raison et qu'il ne répond pas à la question mais qu'il répond à ce qu'il croit avoir. C'est ce que j'appelle souvent l'aveuglement cognitif. Le où devient quand. Je pose souvent cette question, par exemple, où avez-vous mal? Immédiatement, le patient me montre un geste et me dit j'ai mal quand je fais ça. Le mot, la précision du mot, qui pourtant est simple, je leur dis souvent au bout de quelques questions auxquelles ils ne répondent pas, ne vous inquiétez pas, ça ne va pas être très difficile, c'est vraiment comme un questionnaire de police, répondez juste aux questions par oui, par non, rien n'est compliqué, car je vois le patient qui s'affole de plus en plus, parce qu'en réalité, il veut me parler de sa maladie, et il est très surpris que je commence par lui demander quel est son métier. Et là, il dit en général, ça n'a aucun rapport avec la main. Et je dis, mais c'est pas pour ça que je pose des questions. Et souvent, je fais cette blague, s'il est accessible à l'humour, je dis, vous savez, si je traitais des hémorroïdes, je vous demanderais aussi quel est votre métier. Et pourtant, ça ne change pas grand-chose. Et chaque question va entraîner aussi une réponse de cette manière. Mais pourquoi me posez-vous cette question? Et il y a parfois à ce moment-là une certaine hostilité même du patient qui ne comprend pas. Il a en général d'ailleurs son dossier médical qu'il essaie de me présenter comme ça, ses radios qu'il essaie absolument de me montrer. Et moi je le fais patienter, je lui dis pour l'instant ça ne m'intéresse pas. Il me dit oui, non mais j'ai fait une IRM. Hein. Je dis oui, j'entends, mais et à ce moment-là il me cite un diagnostic très précis, très médical, très scientifique. Et je lui dis souvent, vous savez ça c'est probablement inscrit dans votre dossier, donc ça je peux le lire car vous savez les chirurgiens savent lire, mais en revanche je ne peux pas lire dans votre tête, donc ce qui m'intéresse plus c'est que vous me racontiez ce que vous ressentez. Et souvent le patient est frustré de ça parce qu'il voudrait arriver directement au sujet, il voudrait directement que je réponde à sa question. Excusez-moi. Mon téléphone ne me reconnaît plus, là autre chose. Il y a un truc très amusant que je montre aussi souvent à mes internes, c'est que donc ce patient attend depuis le début, je lui ai demandé son métier, je lui ai demandé ce qu'il a comme autres antécédents médicaux. Alors là, il y a deux attitudes. Il y a celui qui me dit mais ça n'a rien à voir avec la main, ou celui dont tu parlais tout à l'heure, qui est très heureux de sa maladie, de ses maladies autres, et qui dit « Est-ce que vous avez d'autres problèmes de santé ?» « Ah oui !» Avec une espèce de moment de satisfaction, enfin, on va parler de ce qui est le plus important pour moi dans la vie, c'est-à-dire mes maladies. Et donc là, on énumère, j'ai une hypertension, etc. C'est-à-dire chacune de ces maladies me terrifierait, moi, mais en réalité, chacune de ces maladies lui font plaisir. Il va même énumérer avec plaisir le diabète, l'hypertension, j'ai été opéré 4 fois, je suis très fragile, je suis en invalidité, etc. Et puis enfin, j'arrive au moment qu'il attend, c'est-à-dire qu'il veut parler de sa main gauche, qui est blessée, et moi je lui demande, êtes-vous droitier ou gaucher? Et ça, c'est vraiment, il faudrait que vous veniez à une consultation un jour, êtes-vous droitier ou gaucher? Le patient est droitier, par exemple, il va me dire, je suis gaucher. Je dis, ah bon, vous êtes gaucher? Non, non, c'est ma main gauche. Mais ce n'est pas du tout ce que je vous ai demandé. Je vous ai demandé, êtes-vous droitier ou gaucher? Et ça fonctionne à chaque fois. Je pense que Vladimir a dû le vivre aussi. Mais vraiment de façon très spectaculaire, c'est plus d'une fois sur deux, le patient répond à, êtes-vous gaucher ou droitier? Que je dis extrêmement clairement et distinctement par c'est ma main droite ou c'est ma main gauche. Ou aussi, êtes-vous droitier ou gaucher? Ah non, je suis droite, c'est ma main gauche, mais vous savez, j'en ai besoin aussi. Je leur dis toujours, vous savez, c'est assez rare quelqu'un vienne me voir en me disant je suis droitier, vous pouvez amputer ma main gauche, ça ne pose aucun problème. Donc il y a une espèce d'angoisse que si je lui demande droitier ou gaucher, c'est peut-être que s'il est droitier et que c'est sa main gauche, je ne vais pas soigner sa main gauche. C'est encore un malentendu fondamental. Et puis, parce que la consultation, en réalité, va consister à faire pas mal de choses pour moi. Et pour répondre à toutes ces questions, j'ai besoin que lui réponde aux miennes. J'ai besoin de savoir ce qu'il a d'abord. Et cette analyse va être le fruit de la synthèse de ce que je vous ai dit, le livre qu'il a, le parapluie, les questions que je lui pose, le métier qu'il fait,
ses antécédents, etc. Ensuite, il va falloir que je choisisse un traitement, et ensuite, il va falloir que je lui vende ce traitement, c'est-à-dire que je lui explique et que je lui montre que c'est ça qu'il doit avoir. Or, parfois, il a lu dans le journal, où il a interrogé Dr Google, et on lui a dit que c'était tel traitement qu'il fallait faire, et il va être un peu hostile à mon traitement. Et c'est pour ça que je dis que la consultation est l'élément le plus important, parce que dans la consultation, il va falloir voir le patient, analyser sa pathologie, choisir un traitement, et surtout le convaincre que ce traitement est le bon. En même temps que ça, je dois dire que, comme je dis à mes internes toujours, qu'une intervention doit être terminée quand elle commence, c'est-à-dire que l'ensemble de l'intervention, je dois l'avoir dans la tête, et c'est pas le jour de l'intervention que je vais me décider à faire ci, à faire telle voie d'abord, à faire telle chose, etc. Donc, ce moment de la consultation est absolument fondamental, et il se termine par ce que j'appellerais l'acceptation radicale, c'est-à-dire que le patient va à ce moment-là va accepter le schéma thérapeutique, va accepter le schéma thérapeutique, va accepter que ce soit moi qui l'opère. Au cours de cette consultation, il y a aussi un moment fondamental qui fait partie de cette acceptation radicale dont j'ai déjà parlé la dernière fois, vous en avez parlé tout à l'heure, c'est qu'il va falloir que je fasse passer le patient d'un sentiment que s'il n'est pas comme avant, il ne sera pas heureux, à « je vais vous soigner, vous ne serez pas comme avant, mais ça ne change rien à votre bonheur et ça n'a aucun rapport avec ça ». Et cette bascule entre « je veux être exactement comme j'étais avant ma blessure, je veux revenir exactement à l'état antérieur » vers « on va me soigner, mon corps va être soigné et grâce à ces soins, je vais pouvoir avoir une vie heureuse et normale », c'est le but finalement le plus difficile à obtenir de la consultation et qui ne s'obtient pas d'ailleurs toujours dès la première consultation. Il m'arrive de voir un patient 2-3 fois, surtout pour des blessures très graves, pour arriver à cette acceptation radicale. Je vous remercie.